avec, premièrement, la lecture de l'ordre du jour. Je vais le lire au complet cette fois-ci. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, mot du maire. En 4, adoption des procès-verbaux du 10 novembre 2025. Administration, il y a l'approbation des comptes à payer et le dépôt des déboursés. Point 6, période d'information. Point 7, législation. En 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. En 7.2, dépôt du projet de règlement pour le comité consultatif d'urbanisme. En 7.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Point 8.1, désignation des membres du comité ressources humaines. Point 8.2, approbation, versement d'une compensation à la rémunération du maire suppléant. Les affaires courantes, avis de refinancement et demande de financement additionnel. En 9.2, autorisation de débours pour la formation obligatoire des élus. En aménagement, urbanisme et ruralité, il y a le calendrier des dates de dépôt des documents pour le CCU pour l'année 2026. Il y a quelques demandes de PIIA, ainsi qu'une demande de dérogation mineure. En 10.6, avis public, membres citoyens pour le comité consultatif d'urbanisme. En sécurité publique, nous avons la désignation d'une personne ressource pour le territoire de la municipalité au regard de l'application de l'article 105 sur la protection des cours d'eau et des lacs. Ce qui est du bâtiment et terrain, en 12.1, on a le dépôt d'une demande de subvention pour le programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture. Point 13, on n'a rien. Point 14, résolution pour accepter une offre de l'OBV du Chêne pour le PEPPSP, dont nous allons expliquer l'acronyme au moment même. Au 15.1, renouvellement du partenariat coopératif de santé. 15.2, désignation du représentant municipal au sein du conseil d'administration du pôle agroalimentaire. 15.3, approbation pour l'entente avec la fabrique Saint-Louis-de-Lotbinière. 15.4, fête de la pêche 2026. 15.5, nomination responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. 15.6 et 15.7 sont des points d'information pour le comité des loisirs et pour le journal Le Phare. 16, on n'a rien. 17, varia. 18, période des questions. Et 19, clôture et levée de la séance. Je vais revenir. J'ai besoin de... Voilà. Quelqu'un pour l'ordre du jour? Oui. Robert et Florian qui soutient. Pour ce qui... Est-ce que tout est beau pour tout le monde? J'avais oublié de faire ça la dernière fois. Point 4, adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous les avez lus? J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Proposé par Elisabeth, appuyé par Marin. J'ai passé le mot de bain. Je vais parler. Merci. On est encore en rodage. C'est le deuxième conseil municipal. Puis là, il y a un petit peu moins de gens que la dernière fois, mais je vois qu'il y a quand même encore de l'intérêt, ce qui est très apprécié. Merci à tout le monde d'être là. Mot du maire, je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On travaille fort depuis un mois. Tout le monde ici, on est 5 nouvelles personnes au conseil sur 7. On est en apprentissage de nos fonctions et on travaille très fort tous les jours pour les remplir. Puis moi, je communique. J'ai eu des rencontres avec les maires des municipalités autour pour parler de collaboration future et potentielle entre nos municipalités. Puis au conseil de la MRC, je tente de faire valoir les intérêts des citoyens de Lotbinière, évidemment, parce que Lotbinière est une petite ville parmi 18 municipalités à la MRC. Puis mais j'ai du soutien pour justement faire valoir nos intérêts puis qu'on soit entendu dans tout ça. Puis aussi, juste un petit mot pour dire qu'on porte aujourd'hui un ruban blanc en soutien au Centre Femmes de Lotbinière qui font 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, je vous invite à soutenir cet organisme et à vous informer auprès d'eux par rapport à leurs actions contre les violences faites aux femmes. Donc, voilà pour le mot du maire et l'adoption des procès-verbaux est déjà faite. Donc, on va passer au point 5, administration. L'approbation des comptes à payer. Vous avez vu, le point a été modifié un peu depuis la séance de caucus. Vous avez sur votre conseil sans papier les documents pour les comptes à payer. J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Lucie. Quelqu'un pour l'appuyer. Robert, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui.
Parfait. 5.2, dépôt des déboursés. On a eu la liste aussi des déboursés pour la période du mois de novembre 2025. Puis j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer, quelqu'un pour l'appuyer. Proposé par Florian, appuyé par Elisabeth. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Ensuite, je n'ai pas mis de slide pour ça. Le point 6, période d'information. Petit rappel, ça, c'est un point, période d'information du public pour les points à l'ordre du jour. Si vous pensez qu'il y a des. Parmi les points à l'ordre du jour, si vous pensez qu'il y a des informations qu'on n'aurait pas eu accès dans les derniers jours et qui seraient pertinentes pour les membres du Conseil à avoir pour la prise de décision, c'est le moment qui est opportun pour vous pour vous exprimer. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Donc, je vais te laisser la parole. L'approbation de l'entente avec la fabrique Saint-Louis-Loubinière, ça n'existe pas, la fabrique Saint-Louis-Loubinière. C'est la fabrique Saint-Laurent-Louverchamp. Merci. Je pensais que ce serait peut-être dans culture et développement au lieu de avec les organismes, vu qu'on parle des panneaux d'interprétation et du relais touristique. Je pensais que ce serait dans culture et développement. C'est juste une question. Merci pour, merci pour la précision. Juste un élément, vous avez raison, effectivement, au niveau du nom de la fabrique. Le correctif est apporté sur le projet d'entente, mais dans l'ordre du jour du conseil, effectivement, ça n'a pas été corrigé. J'en prends acte, mais l'entente est avec la bonne appellation de la fabrique. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite apporter un point d'information à ce stade? Si c'est beau, on va continuer. Au point 7, législation. Avis de motion et dépôt du projet de règlement dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Il y avait des imprimés du projet de règlement qui étaient sur la table en arrière, si vous voulez le consulter. Pour ce qui est des élus, j'imagine que vous l'avez consulté déjà. Puis, si c'est beau pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est quand même assez simple. C'est juste pour s'ajuster par rapport aux réglementations provinciales en vigueur. Puis, ça limite tout ça. Donc, proposé par Marin, appuyé par Robert. Merci. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 274-2021 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Ça, je vais... Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Là, je pense que je n'ai pas sur ma page, j'ai supprimé le... Désolé, une petite seconde. Je suis en mode papier aujourd'hui. Puis... Donc, si vous en avez pris connaissance, j'invite quelqu'un pour proposer ce projet-là. Florian qui propose, appuyé par Lynn. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui, oui. Parfait. Merci. Ensuite, 7.3, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. On a tous eu à remplir quels sont nos intérêts pécuniaires dans la municipalité et autour. Ça a été déposé. Donc, ils doivent être inscrits au registre prévu à cet effet. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Lynn qui propose et Robert qui appuie. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On continue en ressources humaines. 8.1, désignation de membres du comité ressources humaines. On souhaite mettre en place un comité ressources humaines pour assurer une gestion efficace des dossiers liés au personnel. Le comité aura plusieurs responsabilités, analyser les besoins personnels, recommander les embauches, participer au processus de sélection, s'assurer de la tenue des évaluations et de rendement, des suivis de plan de développement, etc. Donc, on a décidé de nommer à ce poste 2 personnes qui sont Elisabeth Gosselin et Florian Wolf, ainsi que Hermel Grandmaison, directeur général, qui siège sur ce comité. Si c'est correct pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur, proposé par Marin, appuyé par Robert. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Merci. 8.2, approbation, versement d'une compensation à la rémunération du maire suppléant. Il y a une rémunération qui est prévue pour le maire suppléant, qui est Lynn Desrochers dans ce conseil-ci. Puis la rémunération pour le dernier mandat n'était pas suivie pour ce qui est du maire suppléant. Pour l'entièreté du mandat, on souhaite régulariser la situation et la somme qui est due est de 10 352,27
pour M. Philippe Jean, qui occupait le poste de maire suppléant depuis les 4 dernières années. Il y a une part de rémunération, une part d'allocation. Si c'est beau pour tout le monde. Je ne vois pas. Je reste dans le proposeur, proposé par Robert, appuyé par Elisabeth. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Okay, merci beaucoup. Affaires courantes, 9.1, c'est un point d'ordre administratif, là, refinancement pour un financement qu'on avait dont le terme arrivait à échéance en février. Il faut juste demander au ministère des Finances de renouveler le processus pour continuer le financement. Vous avez les détails sur votre conseil sans papier. Donc, j'invite quelqu'un pour proposer ça. Florian, appuyé par Lucie. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, le 9.2, c'est aussi un petit point d'affaires courante qui est l'autorisation de dépôt pour la formation obligatoire des élus. En fin de semaine, vendredi et samedi, nous allons tous suivre une formation sur l'éthique et la déontologie. Il y a un coût lié à ça qui est de 320 $ par participant. On a besoin de quelqu'un pour proposer cette dépense-là si on souhaite aller faire cette formation-là, proposée par Lynn, appuyée de Marin. Merci beaucoup. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. Ah. Point 10, aménagement. On rentre dans le vif du sujet. Le calendrier des dates de dépôt de documents. On commence doucement là, avec le calendrier des dates de dépôt de documents pour le CCU pour 2026. Les rencontres du comité consultatif d'urbanisme ont lieu une semaine avant les séances ordinaires du conseil municipal. Et les documents des demandes des citoyens doivent être donnés une semaine encore avant ces rencontres-là pour permettre au service d'urbanisme d'en effectuer l'analyse et la présentation aux membres du comité. On a ici les dates du calendrier proposées. Donc, si ça convient à tout le monde, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer, pour soutenir cette proposition-là. Robert propose, appuyé de Lynn. Merci beaucoup. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. Oui, exact, c'est ça. OK, tu veux prendre la parole plus ou... Je peux mentionner que le 16 décembre est la date pour l'édition de janvier 2026 parce qu'on tombe le 4 ou 5 janvier, le prochain CCU. Le mardi 7 janvier au matin. Il faut avoir reçu les documents avant le temps des fêtes pour qu'on ait le temps de tout les préparer. Merci, Elisabeth. On commence ici avec la première demande de PIA pour le 7700 route Marie-Victorin. Ça consiste à des travaux d'agrandissement du bâtiment complémentaire existant qui est un garage détaché qu'on voit sur la photo de gauche. Le bâtiment complémentaire, il y a actuellement une dimension de 15 mètres par 10 mètres et l'agrandissement sera réalisé sur la façade latérale. On peut le voir, c'est un peu pâle, là, mais on voit la forme du garage et l'agrandissement projeté qui est la petite remise sur le côté, qui aura une dimension de 71 mètres carrés. Il est recommandé par le CCU d'approuver ce projet-là. Donc, je vous demande si vous l'approuvez. Je donne quelqu'un pour le proposer. Proposé par Florian, appuyé par Lucie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Une autre demande de PIA, cette fois-ci pour le pôle agroalimentaire, pour autoriser les modifications projetées à un dossier dont il y avait des portions qui avaient déjà été acceptées par le conseil municipal en septembre 2025. Ce que ça consiste, je vais aller prendre le libellé réel. Ça consiste à modifier les accès principaux sur la façade est, réaménager les terrasses côté est et nord, faire un accès adapté et améliorer la circulation extérieure. On parle de changer des fenêtres, on parle de changer le revêtement extérieur. Et sur la façade ouest, on parle de modifier les portes et les accès de ce côté-là. Donc, je peux vous montrer aussi tout ça des photos de ce qui est prévu. On voit ici une projection de la façade avant du bâtiment. En dessous, un 3D des terrasses côté est, ainsi qu'un plan d'aménagement intérieur. Ils ont fait une présentation la semaine passée aussi, plus en détail sur ce qu'ils prévoyaient. Il est recommandé d'accepter la demande de PIA avec les modifications suivantes. Élargissement de la porte d'accès principale côté est pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite, ainsi que l'ajout d'ouverture en façade.
Donc, on recommande d'accepter avec l'ajout de ces modifications-là. C'est beau pour tout le monde. Oui. Est-ce que Elisabeth a quelque chose à rajouter? Ou... Lors du comité, il était vraiment bien mentionné que pour la façade du côté sud, c'est très clair, on demande 2 ouvertures. Ils ont mis la porte, donc une autre ouverture qui va être faite de la façade. Fait que si c'est beau pour tout le monde, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Eh bien, Elisabeth, tu serais proposée. Est-ce que c'est quelqu'un qui soutient? Non, je peux compter ça. Parfait. Merci, Robert. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. Bon, là, on rentre dans le crunchy. Ici, on a une demande de dérogation mineure pour le lot 58-78-135, route Marie-Victorin. Ça consiste à rendre conforme l'importation d'un garage attenant au bâtiment principal en cours avant. On le voit sur les plans, la maison projetée est quand même reculée sur le terrain, près de la limite où c'est constructible vers le fleuve. Le terrain est étroit. Il demandait à pouvoir construire un garage en avant du terrain, qu'on voit le garage qui est entouré de jaune sur l'image que vous avez à l'écran. Le comité consultatif d'urbanisme avait fait une recommandation favorable à cette dérogation-là. Donc, on recommande au conseil d'accepter cette dérogation mineure telle que proposée. Je donne quelqu'un pour le proposer. Lynn, appuyée par Lucie. Merci. Donc, c'est beau pour la dérogation mineure. Ensuite, demande de PIA pour le même lot dont on vient de parler. Ça vise à permettre la construction d'une maison unifamiliale de 2 étages qui va faire 15 mètres par 22 mètres, d'une superficie au sol de 182 mètres carrés, hauteur totale projetée de 6,8 mètres, fondation de béton. Là, il y a une description du projet. On a des photos aussi ici avec l'emplacement sur le terrain, la forme de la maison vue de haut, puis la vue projetée de la façade. Il a été recommandé, il y a eu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et on recommande d'accepter la proposition. Je ne sais pas si Elisabeth, tu voulais rajouter des choses face à ça ou en fait, je pense qu'on va commencer par demander une proposition, demander une proposition et ensuite on peut continuer à en discuter s'il y a cours. Donc, je demande. Donc, Robert le propose. Est-ce que quelqu'un soutient cette proposition? Parfait. Lucie soutient. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Marin? Ouais, il y a eu de longues et âpres discussions en caucus à ce propos. Puis, c'est Bois des Hurons, c'est dans le coin du poste de transformation d'Hydro qui est vers le Clairville. Là. Puis, veux-tu parler, Elisabeth, ou ça? Non, c'est ça, parfait. Donc, on va procéder au vote. Donc, je me fais de vote. Comment on procède pour. C'est ça. C'est ça. Fait que, donc, qui est pour ce projet tel que déposé, tel que présenté ici? Levez la main. Parfait. Donc, je compte 5 personnes pour. Qui est contre le projet tel que présenté? Merci, Marin. Donc, le vote a été fait, puis le projet a été accepté tel quel, à majorité. Donc, merci beaucoup. Et voilà, ben, si des gens ont des questions aussi par rapport à ça, on est disponible après pour en parler ou Elisabeth, tout ça, du CCU. Je pense qu'on va arrêter de s'éterniser là-dessus présentement. Puis, si vous avez des questions, on peut continuer à en parler plus tard aussi. Ça va me faire plaisir. Ensuite, avis public, point 10.6, membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. Les mandats des membres du comité sont à renouveler. Il y a certains membres qui désirent cesser leur implication dans ce comité. Et aussi, ben ça, en fait, plus tôt, on a parlé pour l'avis de motion, pour modifiant le règlement pour le comité consultatif d'urbanisme, c'est aussi pour augmenter le nombre de membres à ce comité. Présentement, il y avait 3 membres citoyens et 1 membre du conseil municipal. Donc, on souhaite augmenter le nombre à 4. Donc, il va y avoir un appel de proposition pour des candidatures citoyennes qui va être publié pour permettre aux membres du conseil de désigner 4 membres du CCU pour l'année 2026 et les suivantes.
Donc, vous allez voir passer ça sur le réseau social de la municipalité, sur le site web, etc., dans les prochains jours. Si c'est accepté, évidemment. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Merci, Robert. Et soutenu par Elisabeth. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, en point 11, on va arrêter de partir mes feuilles. Sécurité publique, il faut désigner une personne ressource pour le territoire de la municipalité pour l'application de l'article 105 pour la protection des cours d'eau et des lacs. Ça prévoit que les municipalités régionales, le comté, les MRC puissent réaliser les travaux pour rétablir l'écoulement normal des eaux. Dans le fond, si un barrage qui se construisait sur un cours d'eau, par exemple par un castor ou par un être humain, on a le droit de permettre au cours d'eau de passer, donc de réaliser les travaux sans attendre pour permettre le cours normal de l'eau. Il faut désigner une personne qui va avoir la responsabilité de s'assurer de tout ça. J'en perds mes mots, mais c'est quand même assez simple. Puis nous, on propose de recommander la nomination de François Savard, qui est présentement notre responsable des travaux publics, pour être cette personne ressource qui va avoir le droit d'officier à ce titre pour rétablir le bon passage des cours d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer ça. Elisabeth, appuyée par Lynn. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hein? Oui. Merci. 12.1, pour ce qui est des bâtiments et terrains, dépôt d'une demande de subvention. Il y a un programme mis en place par le ministère de la Culture et des Communications pour soutenir la pérennité des infrastructures culturelles. Nous, on va se prévaloir du volet 2.2 qui vise les interventions permettant de maintenir ou de rétablir l'état d'une infrastructure culturelle existante. On souhaite déposer une demande d'aide financière pour deux projets qui seraient le changement de l'entrée électrique de la chapelle Saint-Louis, ainsi que la réfection du hall d'entrée ici même, la galerie Fernand-Auger, qui est une salle d'exposition. Donc, on va faire une demande de subvention à cet effet. Est-ce qu'on a besoin d'un proposant? Oui, proposant. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, merci Robert. Est-ce que quelqu'un appuie cette position? Merci Lynn. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Parfait. Ensuite, en point 14, résolution pour accepter une offre de l'OBV du Chêne pour le PEPPSEP, ce qui est le plan de protection des sources d'eau potable. On a présenté une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le cadre du PEPPSEP. Cette aide financière vise à soutenir l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable à la municipalité. Et nous, on a des sources d'eau potable. L'OBV de Chêne a l'expertise pour ce faire, puis on est content de garder l'expertise localement pour établir ce plan-là. Ils ont déposé une offre de service au montant de 25 000 qui sera entièrement couverte par la subvention. Donc, c'est très positif pour la municipalité. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Merci, Marin, et appuyé par Florian. Ensuite, en point 15, renouvellement du partenariat avec la coopérative de santé. La coopérative de santé du Nord de Lotbinière, qui est établie à Sainte-Croix, vise à améliorer l'accès à des soins de santé de proximité. Depuis le début, on l'a soutenu financièrement et on souhaite continuer ce partenariat-là qui consiste à verser un montant équivalent à 5 par citoyen pour une population de 864 résidents estimés à Lotbinière, donc un montant de 4 320 donc, on propose de continuer ça. C'est la même chose qu'on faisait depuis les 2 dernières années. Est-ce que quelqu'un pour proposer? Elisabeth, appuyée par Lucie. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Désignation du représentant municipal au sein du conseil d'administration du pôle agroalimentaire. Le pôle agroalimentaire a un conseil d'administration et on souhaite être représenté, on étant le conseil municipal, souhaite être représenté au sein de ce conseil d'administration-là. Donc, on désigne une personne du conseil pour en faire partie et on a proposé Robert Pellequin à ce titre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Proposé par Elisabeth, appuyé par Lynn. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. 15.3. Merci.
C'est le bon nom de la fabrique. Donc, l'entente, comme on nous l'a mentionné, le vrai nom est la fabrique Saint-Laurent-Rivière-du-Chêne. La municipalité souhaite implanter un panneau touristique sur un terrain qui leur appartient, situé en façade de l'église. La durée de l'entente serait de 20 ans, qui débute l'automne prochain, qui se termine en 2046 avec une reconduction automatique. La municipalité s'engage à verser à la fabrique un montant annuel de 2 750 $ à titre de location et de compensation pour le terrain. Puis le détail de l'entente, vous l'aviez aussi dans votre conseil en papier. Donc, si vous l'avez vu, je donne quelqu'un pour le proposer. Elisabeth, qui propose, appuyée par Florian. Merci beaucoup. 15.4, Fête de la pêche 2026. Ça fait déjà quelques années qu'on participe à ça. Ça a lieu d'habitude à Leclercville, sur le bord de la rivière. Puis les 3 municipalités, Leclercville, Saint-Édouard et Lotbinière, s'associent pour organiser cette activité-là. L'année passée, c'était une belle réussite. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais il y avait eu plus d'une cinquantaine de gens qui avaient participé à ça, puis qui avaient reçu des trousses de départ pour la pêche et tout. Puis c'est un coût quand même minime qu'on se partage à part égale entre les 3 municipalités. Donc, on propose de continuer ça dans les mêmes modalités pour l'année prochaine. Évidemment, si le ministère continue de promouvoir cette activité-là. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Proposé par Robert, appuyé par Florian. Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ensuite, en 15.5, nomination d'un responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Évidemment, on souhaite assurer la qualité de vie et favoriser la participation sociale dans nos populations, incluant les groupes qui ont des besoins spécifiques. À ce titre, on va nommer 2 personnes du conseil responsables des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Ces personnes, si je me rappelle bien, sont Lucie et Robert. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, je vous donne quelqu'un pour le proposer. Proposé par Lynn, appuyé par Elisabeth. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Ensuite, 15.6, c'est un point d'information pour le comité des loisirs. Florian, veux-tu dire un mot à ce sujet-là? Y a-t-il des... Non, c'est toujours en construction. Je vais rencontrer Marianne cette semaine pour établir la définition des besoins de la municipalité envers ce comité-là. Super. Puis, il n'y avait pas d'autres points administratifs à dire. Parfait. Ensuite, point d'information pour le journal Le Phare. Elisabeth, est-ce que tu veux dire un mot? Ou sinon, je peux m'en charger aussi, là. Parfait. Donc, aussi, on souhaite bonifier et améliorer l'information qui se trouve dans le journal Le Phare. Donc, si on est aussi, en fait, probablement sur ce comité Journal Le Phare, il y a moi et Elisabeth, puis on est ouvert, évidemment, à la participation des citoyens. Donc, s'il y en a qui souhaitent s'impliquer avec nous pour définir, par exemple, des nouvelles thématiques qu'on pourrait aborder, des nouvelles sections, qu'est-ce qu'on pourrait aborder de plus dans le Journal Le Phare, ça va nous faire plaisir de vous faire participer à cet effet. Donc, c'est beau pour ce point-là. Ensuite, on est déjà rendu à la période de questions du public. Donc, c'est pas obligé d'être en lien avec les points à l'ordre du jour. Là. Si vous avez des questions par rapport à l'administration générale de la municipalité, ça trouve bien à l'aise de poser vos questions. Oui, David? Oui, je revois le PIA qui a eu un vote dessus. Oui. C'est le genre de bâtisse qu'on ne voulait pas avoir en lumière. Ça veut dire que maintenant, on peut demander il y a eu des longues discussions, puis entre autres, il est défini que ce type de terrain-là ne se retrouve pas vraiment ailleurs dans la municipalité. C'est-à-dire, entre autres, pour la dérogation, c'est l'étroitesse du terrain, que le terrain fait, là où la maison va se faire, 75 pieds de large, puis on ne peut pas vraiment mettre un garage sur le côté à cette place-là. Donc, on a accepté, ça rentrait dans le cadre d'une dérogation, parce que les raisons d'accepter une dérogation, c'est vraiment s'il n'y a pas moyen de faire sans. Puis dans ce cas-ci, c'était le cas. Pour ce qui est des formes et des matériaux de revêtement, je pense que c'est ça le point que vous avancez. Exact, c'est ça. Le point étant que ce bâtiment-là est dans un milieu qui est isolé et tous les terrains autour sont non constructibles, sont des propriétés publiques ou d'Hydro-Québec, ou etc. Puis reculé, il est caché dans le boisé, etc. Donc, on a fait on est venu à la conclusion que ce type de terrain-là n'existe pas vraiment ailleurs à Lotbinière, puis que c'était... Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres terrains comme ça à Lotbinière. La maison ne sera pas vue
nulle part de personne. Donc, on a décidé de l'accepter dans ce cas-ci. Mais évidemment, le CCU a eu des longues discussions, nous, on a eu des longues discussions, puis il va y avoir un retravail qui va être fait aussi sur le libellé vraiment du PIA pour s'assurer que par la suite, ce type de projet-là puisse pas être accepté dans des places qui sont visibles, dans des places qui sont centrales, etc. C'est ça qui est sorti des discussions du Conseil. Puis, bien, évidemment, là, on a 2 sièges ouverts ou plus sur le CCU pour la suite. Puis, on va probablement aussi, l'année prochaine, tenir une consultation publique à cet effet-là aussi sur le libellé du PIA, etc. Donc, les gens vont bien sûr être invités à se prononcer là-dessus. Puis, nous, on est ouvert aux discussions. Elisabeth est ouverte aussi à rencontrer des gens pour discuter de ça et tout. Là. On est ouvert pour la suite des choses. Je ne sais pas si tu avais une autre question, une suite à ça. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ben, c'est dans mon coin. Je pense que c'est pas mal de maisons. Je ne comprends pas la raison, là, puis que c'est pas visible du chemin. La personne qui avait le terrain, elle a bouché, c'est vraiment visible du chemin. C'est sûr qu'il y a les poteaux d'hydro, mais on voit chaque côté, tu as Raymond Lemay qui a une maison canadienne, tu as Éric Lemay qui a une maison canadienne, c'est toutes des maisons canadiennes dans le coin. Je trouve que ça crée un précédent. Puis, c'est sûr que les gens qui ont fait le plan, je suis sûr qu'ils ont mis beaucoup d'argent dessus, puis je sympathise avec eux autres, là, que s'ils sont obligés de refaire un plan, c'est triste. Là. Mais le garage en avant, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'à Lopinière, on n'avait pas le droit de faire le garage en avant. Ben, c'est le protège terrain, puis aussi la porte est sur le côté, donc elle n'est pas visible. Le point de vue depuis la route, on ne voit pas de garage, en fait. Puis ils ont intégré, à la base, il n'y avait aucune fenêtre sur le garage, sur la partie face à la route. Puis suite à nos recommandations CCU, ils ont intégré une porte puis une fenêtre. Donc, on a l'impression que c'est un peu comme une entrée du bâtiment, puis que ce n'est pas un garage, là, c'est vu de face, parce que la porte est sur le côté. Comme je vous dis, il y a eu des longues et âpres discussions à ce sujet-là. Fait que, je pense que pour l'avenir, le dossier n'est pas clos. Là. Je pense pas que ça fait un précédent parce qu'on a le droit, c'est dans le cadre des décisions du Conseil, on avait le droit de refuser toutes les prochaines qui seraient dans ce style-là. Puis on va évidemment revisiter le PIA pour s'assurer que les critères soient plus clairs et mieux définis pour la suite. C'est choquant pour ça. C'était parce que le garage est en avant. Moi, je considère que c'est un précédent. Un précédent, tu ne peux pas le cacher sur des couverts. Il est là. Ben ça, évidemment, le cadre d'une dérogation. Parce qu'une dérogation sert à déroger de règlement. Puis, je peux voir le. Je ne sais plus c'était où, c'était dans le. La situation de terrain fait qu'il n'y en a pas d'autres. Même si, oui, il peut y avoir des cas qui ont été refusés ultérieurement, mais la situation fait qu'il ne pouvait pas placer ailleurs que là. Si la maison est. Le terrain n'est pas assez large. Ouais, c'est ça. Non, non. Dérogation, là. C'est tout. Hey. Mais nous, on souhaite vraiment entendre la population de Lopinière à ce sujet-là. Il va y avoir, dans l'année 2026, une consultation publique là-dessus, parce que c'est ça, c'est vraiment un sujet qui est sensible, puis qu'il y a, comme je dis, les avis divergent, puis ça reste des avis subjectifs. Puis on souhaite établir des critères objectifs à l'avenir pour vraiment encadrer ça. Puis, en fait, ce que je voulais voir, c'est surtout la demande de dérogation mineure. C'était surtout. C'est ça, toutes les possibilités de modifier un projet afin de le rendre conforme ont été examinées. Puis dans ce cas-ci, il n'y avait pas vraiment l'option de mettre un garage sur le côté. Parce que le terrain de 70 pieds de large ne permet tout simplement pas d'avoir un garage sur le côté. Fait que dans ce cas-ci, c'est ça. Puis c'est pas un moyen d'éviter une modification au règlement, c'est pas une incitation à ne pas suivre des règlements. C'est vraiment toutes les options ont été évaluées, puis par rapport à la largeur du terrain, il n'y avait pas d'option de faire un garage sur le côté. Donc l'option de garage en façade avec les portes qui ne sont pas visibles de la route ont été retenues et acceptées. Voilà. Puis évidemment, la discussion va se poursuivre. C'est clair que ça ne s'arrête pas là comme ça. Là. On va continuer d'en discuter pour la suite des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer encore à ce sujet-là ou à un autre sujet aussi?
On est resté comme on est depuis presque 300 ans. Les terrains ont vraiment changé. Mais si on regarde le restant de l'Amérique du Nord, les terrains sont de moins en moins larges. Ils les font plus profonds pour avoir la même superficie, même plus de monde sur la même route. C'est le même qui sauve des coûts, on va en venir à ça. C'est ce qui va se passer dans l'avenir. Fait que moi, c'est juste un commandement, c'est pas peut-être appelez-le comme vous voulez, mais un jour, la municipalité de Binière va venir dans le même bateau où ce que les terrains vont être tellement chers que les gens vont les utiliser de plus en plus, puis on va devoir en venir à faire des bâtisses sur le tout. C'est ce qui s'est passé dans le restant de l'Amérique du Nord. Les terrains, ça, c'est rendu de 3 pieds max entre 2 maisons. Puis de tous les garages sont sur une maison, oui, c'est dans des quartiers résidentiels, mais on espère un jour avoir des quartiers résidentiels de lumière, fait qu'à un moment donné, il va falloir s'en aller dans cette direction-là aussi. Ça, je l'apporte juste un mot. Je ne dis pas que quelqu'un a tort ou raison, mais c'est ce qui se passe présentement dans le développement municipal en Amérique du Nord. Canada et Belgique. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Question de curiosité. Je me rends compte que je ne connais pas. Moi, c'est quoi les cours d'eau à la lumière? Les lacs, c'est les lacs. Au point de vue du gouvernement du Québec, là, pas mal toutes les fossés, c'est des cours d'eau. Fait que vraiment, chaque petit fossé qui est entre deux terrains, il y en a beaucoup à Lobinière, là, on voit la défense de deux terrains qui a plusieurs arbres, là, puis qu'il y a un petit cours d'eau. En été, il n'y a pas d'eau dedans souvent. Là, ben, ça, c'est des cours d'eau. Ça. Fait que, ben, Florian va peut-être répondre à ça de manière plus définitive. Faut déjà, pas tous les fossés sont des cours Non, d'eau. pas tout, mais il y en a beaucoup. Ça tente de verbaliser. Et il y a une définition qui rentre dedans pour un bassin versant d'une centaine d'hectares, etc. Mais ça, après l'inventaire des cours d'eau, le binaire, je ne le connais pas non plus, mais il y a une définition qui accompagne ça. Il y en a une qui connaît. Je ne connais pas comme le premier cours d'eau. Mais tu sais, ça se fait faire juste la particularité que tu donnes. Il y a une particularité ici dans Chaudière-Appalaches qui a beaucoup, étant donné que c'est très agricole, il y a eu beaucoup d'écoulements d'eau qui ont été verbalisés. Fait que ça fait en sorte que maintenant, ça a été intégré. Le mot verbalisé a disparu et c'est tout des cours. Fait que là, on est dans des termes. Ça reste que c'est la MRC qui a une politique de gestion du cours d'eau. Fait que le petit point tantôt qui désignait François Savard. François Savard, c'est pour le libre écoulement de l'eau parce que le gestionnaire de l'eau a le droit d'enlever une obstruction à la libre écoulement de l'eau. De manière imagée, je pourrais vous dire que le chevelu naturel, ça c'est le réseau hydrographique naturel de la MRC de Lotbinière versus tout ce qui a été verbalisé, qui s'appelle maintenant aussi des cours d'eau. On est dans un rapport 85-15%. Fait que oui, beaucoup de cours d'eau ont des fonctions de drainage. Ça reste quand que les usages dans notre paysage, dans notre territoire, c'est grandement agricole. Fait qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui servent en fonction de drainage. Les cours d'eau naturels, c'est quoi? Oui, principalement, on a la rivière du Chêne. On connaît bien. Puis on a tous ces tributaires. Mais ici même, à Lotbinière. Pas dans la MRC, mais ici, à Lotbinière. Appelez-moi demain, je vous envoie une map très précise de tous les tributaires. Je suis tellement curieux de te dire. Il y a la rivière Saint-Jean-Baptiste. Il y a la rivière Saint-Jean-Baptiste. La rivière Saint-Jean-Baptiste. Je trouve plus que c'est un jeu qu'on oublie, là, si je commence à le nommer. Il y a des branches à grand Donc, Karine a dit appelez-moi, mais moi, c'est Karine Vachon de l'OBV du Chêne. Donc, appelez-la si vous voulez de l'information. D'autres questions, Joanne? Non. L'autre Joanne. À la chapelle.
à vue d'œil sur le côté est. Un peu plus tôt, à la fin de l'été, lorsque je suis arrivé, il y a eu un programme au niveau de la MRC pour obtenir des subventions. On avait quelques jours pour répondre. On a demandé justement des montants pour la chapelle. La semaine dernière, on n'avait toujours pas obtenu de réponse de la MRC, qui, eux, sont tributaires d'une subvention du gouvernement du Québec. Le programme et la proposition qui a été acceptée aujourd'hui, c'est des éléments très spécifiques pour dans le domaine culturel et pour venir en aide à des besoins très diversifiés qui ne sont pas adressés ailleurs. Au niveau de l'entrée électrique de la chapelle, l'entrée électrique n'est pas un élément historique, donc ça n'entre pas dans d'autres programmes, alors que la réfection des cadres, des fenêtres, des portes, c'est la rénovation d'éléments historiques qui peuvent être encadrés ou repris là, dans différents programmes de subvention. Fait que c'est pour ça qu'on a ciblé exclusivement l'entrée électrique, étant donné la spécificité du programme, et tenant compte qu'on ne pouvait pas demander 2 fois pour les mêmes réparations là, des subventions. Fait que c'est dans ce contexte-là. Peut-être une exposition par année, une exposition d'art visuel. Un des besoins qui serait très intéressant puis, sur la question électrique, c'est l'éclairage. Est-ce que ça a été pris en considération? Est-ce que ça va être dans le futur pris en considération? Ça ne pouvait pas rentrer dans cette demande de subvention. L'entrée électrique, nous, on a pris un montant plus imposant pour inclure tous autres besoins de nature électrique, notamment au niveau de l'éclairage, selon le montant de la subvention. Fait que oui, les premiers montants, c'est pour l'entrée électrique en soi, mais par la suite, ces extensions qui peuvent être au niveau des luminaires là, comme tel pour refaire, j'ose pas dire l'électricité dans l'ensemble de l'édifice, mais en tout cas une majeure partie selon les montants qui nous seront octroyés. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur? Est-ce que c'est pris en considération dans le futur que c'est une demande, ça serait un bénéfice pour la chapelle? J'en prends note. Oui, dans la proposition, là, on a inclus un certain montant, comme je vous disais, pour tout l'aspect électrique. Quel montant de subvention on va recevoir, c'est ce qui va déterminer l'importance des travaux. Mais pour d'éventuelles autres subventions, programmes que le gouvernement du Québec, principalement, va offrir, on va tenir compte de cet élément-là. Tenir compte, peut-être qu'on serait très n'importe quand à venir vous rencontrer et exprimer les besoins. Comme on est des utilisateurs de cet espace-là, depuis de nombreuses années, on est à même de faire la liste de tous les besoins, de tout ce qu'on a imaginé qui peut être bénéfique pour cet espace-là culturel. J'en prends note, on aura l'occasion d'échanger dans les prochaines semaines. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, Philippe? Peut-être juste une petite clarification quand vous parliez de nommer un responsable municipal au pôle. Juste dire qu'il y a un siège qui est réservé au conseil d'administration. La municipalité ne rentre pas en disant qu'il y a vraiment un siège réservé pour la municipalité au conseil d'administration du pôle. Ça s'est occupé par Jean-Pierre Leron. Maintenant, on a le relais. J'avais une petite question, si je peux. Par rapport, j'entendais qu'il y avait la formation de comité de loisirs, mais je me demandais par rapport à Loisirs de lumière incorporé au sujet, mais l'organisme a été fermé pour juste des entreprises et ça a été fait sans l'approbation des membres. Ça découle d'une rencontre qui était faite avec une quantité d'irrégularités que j'ai rarement vues dans un OBNL. Les membres, c'est tous les citoyens. C'est un peu difficile qu'il y ait juste une personne. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris le temps d'écrire au registre des entreprises pour expliquer que la fermeture ne pouvait pas avoir lieu de manière aussi arbitraire. Je ne sais pas si la municipalité, le conseil, entend faire quelque chose par rapport à ça ou si vous dites, nous, ça nous regarde ça. La solution d'organisme normalement est effective mais l'organisme avait des actifs
qui reviennent à la municipalité. Présentement, on est en train de faut que tu répondes de manière sobre et À ce niveau-là, actuelle. l'information qui est publique, qui apparaît auprès du registre des entreprises du Québec, c'est que les administrateurs de loisirs Lotbinière ont demandé la dissolution de cette entreprise en vertu des règles applicables, là, la loi sur les sociétés. Là, Ouais, c'est pour les sociétés. pas la loi, c'est. Normalement, ça va faire l'objet d'un vote par les membres. Ce vote-là doit être annoncé d'avance. Je veux dire, il n'y a rien qui est respecté. Mais au niveau du protocole, je ne veux pas me prononcer, mais les administrateurs ou les personnes dirigeantes de Loisirs Lotbinière ont effectué des démarches auprès du registre des entreprises. Ils ont transmis des documents, notamment au fait qu'il y aurait eu une rencontre qui s'est tenue par les participants de Loisirs Lotbinière. Et le registre de ces documents-là a été transmis à la fin du mois d'août au cours du mois de septembre. Le registre des entreprises a rendu sa décision le lundi 3 novembre dernier, dans laquelle le registre des entreprises a décidé de dissoudre Loisirs Lotbinière, c'est-à-dire qu'il a répondu à la demande des administrateurs dirigeants là, à ce niveau-là. Comme disait M. Bélanger, M. le maire, il reste des actifs dans Loisirs Lotbinière. Les dirigeants de cette entreprise nous ont informés lorsqu'ils ont fait la demande de dissolution à la fin du mois d'août, du mois de septembre dernier, qu'ils souhaitaient remettre à la municipalité les actifs excédentaires. Fait qu'on a eu des échanges avec eux, mais ils attendent d'obtenir certaines informations pour justement effectuer ce transfert-là auprès de la municipalité de Lotbinière. Je comprends tout ça. Je veux juste mentionner que pour la vie démocratique du village, ce genre de choses-là est excessivement néfaste. C'est dommage parce qu'il n'y a personne qui peut prendre le flambeau et mettre son pied à terre. Je veux dire, je n'étais pas tout seul à cette rencontre-là. Il y a honnêtement, je connais un petit peu la gestion des organismes, la loi sur les compagnies. Il n'y a rien qui marchait. Donc, je comprends, peut-être que ce n'est pas notre rôle d'agir, puis ça a été demandé par les administrateurs, mais ça n'a pas été fait de la bonne manière. Puis moi, je me dis, au niveau collectif, si ce n'est pas la municipalité qui nous présente dans un état comme ça, je ne sais pas. Ouais. Ben, je pense qu'on va prendre note des suites qu'on peut donner à ça, mais pour mettons, hors de Loisirs Lotbinière Inc., pour la suite, justement, comme on ne souhaite pas revivre ce genre de situation-là, c'est pour ça qu'il va y avoir un comité de loisirs qui va être piloté par une employée de la ville et un conseil municipal. Puis ça va être un comité qui ne va pas être un OBNL, qui va vraiment juste être un comité citoyen. Puis ça, on trouve que ça, pour la pérennité du projet, on pense que c'est mieux comme ça. Puis fait que ça, pour l'avenir, ça va opérer ainsi. Puis pour ce qui est de donner suite à ça, effectivement, on va en prendre note, puis on va regarder qu'est-ce qu'on souhaite faire et on va prendre les recommandations du public aussi à cet effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Oui. Concernant l'obstruction des cours, souvent c'est sur les terres agricoles. C'est quoi la procédure? C'est-tu l'agriculteur qui appelle l'inspecteur municipal pour dire qu'il y a une obstruction aussi? C'est quoi la procédure? En fait, je pense que n'importe qui constate une obstruction peut mettre la ville au courant, puis la municipalité au courant, puis dès que la municipalité est au courant, l'inspecteur municipal a le droit d'agir pour rétablir la situation. Ça, c'est défini, mais je pense que la facture est envoyée. Ça, je ne suis pas sûr, là, c'est. Souvent, la facture est définie, là, est acheminée au propriétaire là, en soi. Au niveau du protocole, c'est les MRC qui ont le pouvoir d'agir sur les cours d'eau. Les municipalités ont un rôle de collaborateur. Lorsque c'est porté à notre connaissance qu'il y a obstruction sur un cours d'eau, si on prend cet exemple-là, la personne qui a été désignée ce soir va aller constater le tout, va demander l'intervention de la MRC. Il peut y avoir des cas d'urgence là, en soi s'il y a des embarques comme tel. Et oui, on va agir. Ça peut être suite à un embarque de nature humaine, naturelle ou animalière. Et dans l'hypothèse, soit à titre d'exemple, ça sera un barrage de castors, on va aller jusqu'à piéger les castors pour justement éviter que ça se reproduise et détruire l'embarque. Puis si c'est une intervention humaine, on va demander au propriétaire du terrain de venir corriger l'embarque naturel comme tel. Et généralement, oui, les frais sont à ma connaissance, dans la majorité des cas, les frais sont imputés au propriétaire. C'est une accumulation de branches, c'est-tu humaine ou c'est quoi?
Là, on tombe dans des cas plus particuliers, puis c'est pas nécessairement mon champ d'expertise, j'aime mieux m'abstenir. Mais là, on devient dans effectivement, dans des situations où c'est plus une cause naturelle, là, en tout cas, a priori. Dans ce cas-là, ce serait la municipalité qui fait. J'ose pas me prononcer, on pourra le clarifier. Si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de clarifier avec vous et avec la MRC. J'imagine que Karine veut apporter un point d'éclaircissement à ce sujet-là. Ou... Des réunions d'information. J'envoie le papier, qu'est-ce qui se passe dans les CD, c'est vraiment simple. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question du public pour la séance du conseil de ce soir? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Puis je pense que Robert souhaite. Robert a quelque chose à dire? Je demande la levée de l'Assemblée. Parfait. Donc, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce soir. Au mois prochain. C'était signé des deux enfants et de Mme Solane.